bonsoir à tous, merci d'être venus. Je vais me présenter dans une minute, mais avant de commencer, je vais vous parler un petit peu de ce dont je vais parler ce soir, ou plutôt vous demander de ce quoi vous voulez que je parle. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ce talk. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la ProductConf il n'y a pas longtemps, je vois des têtes que je connais. Donc si jamais vous y étiez, vous l'avez déjà vu. Si ce n'est pas le cas, vous ne l'avez jamais vu. En fait, ce qu'on avait préparé avec Jonathan, c'était un petit peu de décider de ce qu'on va faire de manière assez ouverte. Donc, j'ai préparé ce talk pour la ProductConf il n'y a pas longtemps, je l'ai revu, il est toujours bien à jour et bien dans le sujet de ce qu'est les équipes produits. Et vu qu'on est en petit comité, je voulais quand même vous proposer de faire une session un peu plus informelle. Donc c'est vraiment un petit peu à vous de décider. Je ne sais pas si vous avez déjà des questions, des choses avec lesquelles vous vouliez repartir ce soir, des questionnements que vous vous posez et des choses que vous vouliez absolument retirer de ça. Donc si c'est pas le cas, je vais faire le talk que je trouve assez intéressant. J'y ai passé un peu de temps. Mais si jamais par contre il y a des sujets précis, je vous invite maintenant peut-être à en discuter pendant 3 minutes, juste à voir s'il y a des choses que vous vouliez aborder ou si vous voulez plutôt transformer ça en AMA et qu'on ait une discussion comme ça. Mais voilà. Complètement ouvert, j'aime bien faire ça parce que je pense que de temps en temps il y a plus de valeur à avoir simplement une discussion et à répondre à des questions, mais j'ai le talk tout prêt et donc on peut partir dessus quand vous voulez. Et après, bien sûr, on aura des questions, etc. Mais voilà. Je vois s'il y a... Non? Oui? Ouais, moi j'ai une question sur la façon dont... déjà, bonsoir. Bonsoir. La façon dont tu gères ta user feedback loop, en particulier quand tu scales, donc quand tu as de plus en plus d'utilisateurs, de plus en plus de feedback. Comment tu catégorises, comment tu priorises ça? Et derrière, comment éventuellement tu communiques sur les features que tu as développées en fonction de votre issue. Ok. Ça, c'est dedans aussi, donc je vais partir là-dessus alors. D'autres points spécifiques Ouais, une question. Bonsoir. Le split de tous ces différents PM par fonctionnel, par slice vertical, comment structurer une équipe qui grandit. Ok. C'est un bon... Ok, cool. Bon, ben, je vais y aller. Vous n'hésitez pas à m'interrompre. Encore une fois, on est en petit comité. C'est beaucoup plus sympa qu'une grosse conf avec 200 personnes. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation, histoire qu'on parle d'un sujet lorsqu'on est dedans. Et puis, je vais passer un peu dessus. Et à la fin, moi, j'ai pas d'impératif après. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et on peut rester un petit peu. Et j'ai vu qu'il y avait un petit peu de vin et de charcuterie. Donc, ça me va très bien. Ça me manque. Donc, c'est parfait. Comment? Je savais que ça te manquait. Ouais, c'est gentil, merci. Oui, pour la petite histoire, j'habite à San Francisco, donc je reviens à peu près une fois par mois. Je m'appelle Maxime, enchanté. Et aujourd'hui, je suis le VP Produit chez Algolia, qui est une boîte qui fait une API de recherche hostée, en fait. Donc, je pense que vous en avez sûrement entendu parler. Et en fait, j'ai passé 5 ans et demi chez Zendesk juste avant, où j'ai rejoint une boîte où je pensais que c'était une petite start-up qui, je ne savais pas trop si dans 6 mois, j'y serais toujours. Et je me suis retrouvé embarqué dans un vaisseau spatial qui s'est rendu vers l'IPO assez rapidement. Et donc j'ai vécu une histoire un peu magique et un peu inattendue que j'aime beaucoup partager parce que ça a été 5 années absolument incroyables. Et donc je vais vous parler un peu de ça en fait. Et je vais vous parler de ça de manière... j'ai axé tous ces slides sur 3 et 40. Pourquoi 3 et 40? Parce que je suis arrivé à peu près comme le 3e PM, 3/4e à peu près. Et je suis reparti avec à peu près 40 PM. Donc c'est 2 phases de la vie d'une boîte où 40, on a une vraie structure, on a 10 personnes dans l'équipe qui sont des managers, des directeurs, des leaders, etc. Et l'autre qui sont des PM. Il y a plein de tensions, beaucoup de politique, beaucoup de différents sujets qu'on a lorsqu'on est 3 et que l'objectif c'est simplement de shipper. Donc j'ai structuré un peu tout le talk en des slides qui parlent de 3, des slides qui parlent de 40. J'ai essayé de rendre ça assez haut niveau, comme ça on peut avoir une vraie discussion dessus. Et donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu quand j'ai commencé et quand j'ai terminé. Voilà, je vais me présenter en 30 secondes. Je suis devenu PM un petit peu par accident. C'est un petit peu ce que je demande à tous les PM quand je fais des entretiens, mais même quand je raconte comment je suis devenu PM. En gros, je pense que tous ceux d'entre vous ici qui sont en produit seront d'accord avec moi, mais personne dit à ses parents papa, maman, quand je suis grand, je veux devenir PM. C'est pas un truc qu'on fait, on va pas à l'école pour devenir PM, on fait pas un master product management. Et encore, ça commence à arriver, mais je pense qu'aucun d'entre nous ici n'a fait ça. On devient un peu PM sur le tas et surtout par accident. Chez Zendesk, on avait des PM qui avaient été anciens contrôleurs de gestion, anciens ingénieurs, anciens designers. Donc il y a vraiment plein de fonctions qui deviennent PM et je pense que c'est un peu la magie de ce rôle, c'est qu'on peut devenir PM même si on n'a pas du tout fait un track qui nous amène vers le rôle de PM.
Il y a certaines boîtes qui sont en train de structurer vachement ça pour typiquement Google, où maintenant il faut avoir un computer science degree et il faut réussir à faire des codes de test. Mais il y a encore dans beaucoup de startups, en tout cas, cet esprit un peu PM, c'est un mix de tout et c'est justement ce qui en fait leur force. Donc c'est un peu mon histoire où j'ai commencé dans une boîte qui s'appelait NovaPost, qui s'appelle PeopleDoc maintenant, avec Roxane qui est ici. J'ai commencé à bosser dans une boîte quand j'étais en apprentissage en fait en école de commerce et j'ai fait commercial pendant 6 mois, j'ai fait un peu de marketing pendant 2 ans et puis après j'ai monté une équipe avec Roxane justement où on avait 5 ou 6 développeurs qui bossaient sur un site qui faisait des réservations de camping et de golf en France. Donc c'est rien de très sexy et en fait je me rendais compte que je traduisais beaucoup de besoins fonctionnels en besoins techniques et je faisais un peu la liaison entre un business et des ingénieurs. C'était pas du tout structuré parce que je ne savais pas ce que je faisais. J'ai appris sur le tas. Et en fait, quand j'ai commencé à en avoir un peu marre et que je me disais, bon, comment je définis mon rôle, qu'est-ce que je mets sur mon LinkedIn et qu'est-ce que je fais pour aller chercher un autre boulot, j'ai commencé un petit peu à taper mes fonctions dans Google et j'ai appris que mon job c'était PM. Donc je pense que c'est un peu ça la définition de beaucoup d'entre nous qui sont arrivés en produit un peu par hasard, c'est qu'on ne s'est pas trop rendu compte qu'on rentrait dans un rôle qui en fait est défini dans les boîtes comme un rôle de product manager. Donc voilà. C'est un petit peu l'histoire. J'ai fait ça chez NovaPost pendant à peu près 4 ans. J'ai commencé vraiment au milieu de mon école de commerce là-bas en apprentissage et puis je suis resté 1 an après avoir eu mon diplôme. NovaPost s'appelle maintenant PeopleDoc et ils sont à New York et à Paris. C'est devenu une boîte assez grosse, ils sont 150-200 je crois. Moi je suis parti quand ils étaient à peu près une quarantaine. Ils ont eu une sorte de petit passage à vide et puis après ils sont repartis sur un nouveau produit. Et je suis parti parce que Zendesk en fait m'a contacté pour me demander de partir à Londres et de monter une équipe on appelait ça à l'époque des pre-sales en fait, c'est toujours comme ça qu'on appelle d'ailleurs. Donc c'était un truc qui avait rien à voir avec le produit. Je quittais un rôle que je venais de découvrir pour faire du produit. Pourquoi ? Parce que j'avais monté ma boîte pendant que j'étais chez NovaPost avec un ami qui s'appelle Grégory Tapero, qui est aujourd'hui chez Chef Club. Et Grégory et moi on avait monté ça pendant qu'on bossait chez NovaPost et c'était un petit peu un side project et on avait planté la boîte donc je pense qu'on était tous les deux un peu épuisés, même si c'était un side project, on bossait 5 jours par semaine pour NovaPost et puis le week-end et le soir pour Cloudy, donc c'était un peu dur et on en avait un peu marre, donc on a tous les deux voulu faire des choses différentes et je me suis dit bon le produit c'était sympa, j'y retoucherai un petit peu mais je suis parti chez Zendesk. J'ai fait 18 mois en pre-sales, à monter une équipe de pre-sales et en fait je me suis rendu compte que je faisais du produit, donc je créais des produits qui étaient pour les clients de Zendesk mais je les créais sans scale en fait, je les créais pour un client à la fois. Donc c'était vraiment du one-off à chaque fois et ça a commencé à me frustrer assez rapidement. Donc j'ai rejoint l'équipe de San Francisco où à l'époque on était encore, quand je suis arrivé on était une 60aine d'employés dans le monde entier, on était à peu près 3-4 à Londres et quand je suis parti à San Francisco on devait être, j'ai envie de dire 150 là-bas et 50 en Europe, donc on avait pas mal grossi mais on était quand même qu'une boîte de 200 à peu près au niveau global. Et donc ça c'était à peu près 3 product managers et la boîte vraiment se cherchait, on avait encore nos petits bureaux avec TechCrunch, Yammer, etc. C'était sympa et on avait trouvé notre product market fit, on était à peu près à 15-20 millions d'ARR et à ce moment-là c'est là qu'il a fallu qu'on grossisse vraiment l'équipe produit et donc je suis arrivé pile à ce moment-là, ce qui était super intéressant et quand je suis parti c'était à peu près 3 ans après ça, donc on était 1900 employés, je crois que j'ai quelques stats, donc il y avait 10 000 clients quand je suis arrivé. On avait un bureau où il y avait des product managers, il n'y en avait vraiment qu'un seul, c'était tout concentré au siège puisque c'est souvent là qu'on met au début ces product managers et ces ingénieurs, comme ça ils sont proches du business et les bureaux satellites étaient seulement des bureaux commerciaux. On était à peu près en dessous de 100 et quand je suis parti on était 1700, on avait 8 produits, ce qui est la grosse différence en fait. Le truc qu'on a vraiment, là où ça a vraiment commencé à prendre une scale différente, c'est quand on a commencé à faire des acquisitions et à rajouter des produits. Donc on n'était plus seulement monoproduit, il fallait qu'on pense en gamme de produits. Et on avait à peu près 80 000 clients. Et on faisait, je crois, 350 millions d'ARR. Donc on avait quand même eu la courbe à peu près à 110, 120 pour l'IPO. Et puis ensuite, c'était parti toujours à double d'année en année. Donc une courbe assez standard, mais qui, pour d'un point de vue produit, commence à peser un petit peu lourd sur l'organisation de l'équipe. Donc voilà. Je vais commencer avec mes 8 sections sur scaler une équipe produit et puis je terminerai avec une petite conclusion et après on discutera un petit peu de vos questions. Le premier c'est ship or die trying. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand j'ai rejoint Zendesk, on était dans une logique où il fallait shipper. Et je pense que tous d'entre vous qui sont dans des boîtes en dessous de 100 employés, ou même peut-être en dessous de 200, vous êtes dans cette même logique où il faut shipper. Il faut shipper le plus vite possible, il faut shipper le mieux possible et il faut shipper de la meilleure façon possible. Mais c'est vraiment le nerf de la guerre.
sortir du produit tout le temps, pour à la fois être innovant, pour prendre des parts de marché, pour continuer à avancer, pour pas se faire bouffer par la concurrence, etc. Donc je suis arrivé dans une boîte où on était omnubilé par shipper, mais pour des bonnes raisons, c'est pas du tout négatif. Et c'était le moment le plus fun, je pense, pour tous les product managers ici qui ont été product owners pendant un certain temps, qui ont vraiment été avec une Scrum Team, qui ont écrit des stories, qui ont fait des mock-ups, qui ont bossé à côté d'ingénieurs pour une release et qui ont vu les lignes de code défiler et d'un seul coup leur produit est live. C'est vraiment la partie la plus fun du métier, c'est la partie où on ship. Il y a toujours j'en parlais l'autre jour chez Algolia où on a lancé une fonctionnalité à 6h du matin, heure de San Francisco, et à peu près 3h, heure de Paris, où on fait une sorte de war room. Et on arrive dans la war room à 5h45, on a les donuts, on a les croissants, on a les machins. C'est sympa, quoi. Ça crée une petite sensation. Et j'avais toujours les frissons. J'ai retrouvé un peu cette sensation chair de poule qu'on a quand on dit « Ok, c'est parti, on lance ». Et d'un seul coup, ça y est, vous avez… chez Zendesk, c'était 10-15 000 clients qui avaient le produit au début. Mais à la fin, c'était vraiment excitant quand vous aviez… en incluant les clients non payants, 150-200 000 sociétés dans le monde qui d'un seul coup voyaient la feature sur laquelle vous aviez passé des mois. C'est vraiment des sensations, rien que quand j'en parle, ça me fait encore quelque chose, mais c'est fun, c'est vraiment la partie en tant que product manager qui doit nous exciter. Si en tant que PM, ça vous fait pas, excusez-moi, mais ça vous fait pas bander, vous devrez peut-être penser à un changement de carrière. Je pense que c'est vraiment le truc qui doit vous animer tout au long de votre vie. Et en ce moment, je suis en train de parler pas mal à des gens qui viennent… typiquement comme moi, qui viennent de prendre des postes d'exec. Et j'ai un coach exec d'ailleurs, parce que ce qui me manque le plus, et ce que je ne pensais pas en prenant un poste de VP produit, c'est qu'en fait, je suis plus dans les tranchées, c'est plus moi qui ship, c'est plus moi qui écris mes stories, c'est plus moi qui fais mes mock-ups. Et je pense que cette déconnexion avec un petit peu le terrain me manque, et c'est bien que ça me manque. Je pense que c'est important. Et donc voilà, un élément quand on est 3 ou 4 et quand vous êtes aujourd'hui dans vos boîtes le seul product manager ou même le fondateur qui va bientôt embaucher son premier PM, qui est un gros moment pour tout fondateur ou CEO, ça c'est vraiment un moment difficile. Si vous voulez, je vous enverrai le meilleur article du monde écrit sur ce sujet par Ken Norton. Mais en gros, pour faire simple, c'est vraiment des moments qui doivent vous manquer. C'est important, je pense, de garder cet ADN produit. Voilà. Et ensuite, à 40, on était dans une logique un petit peu différente. Il fallait vraiment ralentir. C'est quelque chose qui m'a surpris au début. Mais qu'on a appris vraiment en tant qu'équipe produit à se poser, à faire un petit pas en arrière et vraiment à ralentir, à penser à ce qu'on shippait, pour qui on le shippait, quand est-ce qu'on le shippait, sous quel thème. On a commencé à faire des thèmes chaque quarter. On avait le droit de lancer des features en production, c'était pas une question de code, mais par contre, il ne fallait pas qu'elles apparaissent pour les clients parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que certains de nos clients ne découvraient pas nos features parce qu'on en shippait trop. Donc à la fin, ils étaient overwhelmed et ils n'arrivaient pas à suivre et donc il fallait créer des what's new dans le product et des petits trucs comme ça. Donc voilà. Des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé quand on se disait mais attends, les gens veulent ça, ils l'ont demandé, on le ship. Et chaque jour il y avait un truc nouveau dans le produit et en fait quand vous arrivez à une certaine taille ça devient plutôt malsain. Voilà. La meilleure feature qu'on n'a jamais eue chez Zendesk et que je vous conseille à tous, ça se fait beaucoup maintenant, je crois que d'ailleurs eFounders avait peut-être une boîte là-dessus ou un projet en tout cas, c'est des features qui vous permettent d'avoir des feature flags. C'est un concept dont Spotify a beaucoup parlé. Nous on l'utilisait depuis très longtemps. On a créé une petite gemme en interne sur notre app Rails. Ça, c'était chez Zendesk depuis que la boîte était 4-5 employés. Et en fait, ça nous permettait de mettre des fonctionnalités derrière des flags et de les lancer un jour J sans avoir à faire un déploiement de code. Donc ça change tout d'un point de vue structuration de shipper des produits. On avait la possibilité de mettre des noms de domaine. Donc, vous savez, sur Zendesk, il y a masociété.zendesk.com. Donc, on mettait le ma société ici et d'un seul coup, un compte spécifique pouvait l'avoir. Donc, on utilisait ça pour faire des bêtas. On avait également la phase où on le mettait sur un roulout avec un pourcentage de notre customer base. Donc, on avait un algorithme qui calculait, vous avez 70 000 clients, donc 7% ça fait tant. Et hop, il le mettait complètement au hasard avec du random dessus. Ou alors, on avait la possibilité de le mettre en bêta fermée ou disponible à tout le monde. Et ça nous a vraiment aidé à contrôler notre force de lancement sans arrêter de shipper de la fonctionnalité. Parce que vous ne pouvez pas dire à un développeur, c'est très bien, tu as fait ton boulot, mais tu es un peu en avance, donc garde-le en pull request. Ce n'est pas du tout l'idée. Donc c'est continuer à shipper, mais mettez tout derrière et faites des bêtas, testez avec les users et bossez beaucoup avec le marketing, le product marketing pour lancer des features qui ont le plus d'impact à un moment donné, plutôt que de lancer un petit peu dans tous les sens. Voilà. Deuxième point, communiquer sa vision. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'on ne fait pas assez en tant que product manager et qu'on est forcé à faire lorsqu'on grossit. Ça, c'était à l'époque où on était moins d'une centaine et communiquer la vision, c'était simple. On se mettait tous dans une pièce, on prenait tous des bières et des chips, on était tous dans la même salle. D'ailleurs, cette porte se fermait et donc ça faisait une salle fermée. Et au début, on réussissait à tenir sans que la porte s'ouvre, mais finalement, on a dû
agrandir la salle. Et le CEO ou le product manager, en l'occurrence de la fonctionnalité, se levait et disait voilà ce qu'on va faire, voilà notre vision, voilà où on va dans 2 ans. Puis tout le monde était là, ok, très bien. S'il y avait des questions, on se voyait après avec la même bière qu'on avait ouvert la demi-heure d'avant, et puis c'était réglé. Tout le monde était en ligne et bien aligné sur la vision produit. Le seul problème, c'était Londres, parce qu'on était plus loin, c'était la première fois qu'on faisait un bureau à l'étranger, c'était dur de communiquer, mais au final, ça se passait plutôt bien. C'est devenu un peu plus compliqué quand on était 1700, parce que c'était beaucoup plus compliqué de partager un petit peu notre vision et de s'assurer que tout le monde savait où on allait. Un exercice qu'on faisait souvent, nous, avec l'équipe, parce que ça nous intéressait et à la fois ça nous désolait, c'était de demander à des commerciaux, par exemple, qu'on ne connaissait pas. Hein, on embauchait tellement qu'au final, on arrivait dans un ascenseur, on disait « Bonjour, tu fais quoi? Tu travailles ici ?» Ils me disaient « Oui, je suis là depuis 6 mois. » Et de temps en temps, on allait boire des cafés avec des gens qu'on ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et on leur disait « Comment est-ce que toi, tu décrirais notre vision produit? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on est? Quelle est notre mission ?» Et on jouait beaucoup au mission statement. Donc c'était explique-nous notre mission. Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que Zendesk existe? Et c'est vrai qu'il n'y avait personne qui était capable de le dire de la même façon. Donc ça, c'était vraiment un feedback pour nous en tant que product manager et l'équipe leadership produit de prendre et d'essayer vraiment de faire un effort pour surcommuniquer. Et je le vois chez Algolia, on est à peu près 170 aujourd'hui, on était 65 quand je suis arrivé en janvier. On commence un petit peu à perdre ça avec le nombre de nouveaux employés, à perdre cet alignement sur la vision du produit. Donc c'est quelque chose qu'il faut constamment réasséner et répéter. Cette photo, ça vient d'un kick-off qu'on a fait pour tous nos commerciaux. Donc il y avait à peu près 800 personnes au Canada. Et là, c'était une production digne d'Hollywood. Enfin, c'était vraiment un truc surproduit, mais je pense pour de très bonnes raisons, parce que c'était le seul moyen de se mettre devant 800 personnes et de leur dire voilà qui on est, voilà ce qu'on fait, voilà où on va. Et même à une échelle de 5 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes, faites-le constamment, faites-le tous les quarters, faites-le tous les 6 mois si vous voulez, mais faites une session avec votre fondateur, votre CTO et vous. Asseyez-vous et parlez de votre vision produit, parlez de là où vous voulez aller et assurez-vous que tout le monde est capable de parler de ça ensuite, parce que ça va vous permettre, lorsqu'ils embauchent, lorsqu'ils bossent sur une nouvelle fonctionnalité ou sur un nouveau produit, d'avoir tout le monde qui est bien aligné là-dessus. Je vais passer là-dessus, mais on avait vraiment répété notre vision à un autre niveau. On avait même fait des campagnes internes où on communiquait en interne, on avait fait venir un scaphandrier, enfin bref, c'est compliqué, mais vous ne comprendrez sûrement pas. Mais l'idée, c'était que voilà, on est allé aussi loin qu'on avait une équipe qui faisait du marketing interne et pour qui c'était important d'impliquer le produit pour avoir cette vision produit qui a été communiquée dans les 17 bureaux de Zendesk dans le monde entier, tout le temps, au même moment, pour tout le monde. Donc communiquer sur sa vision, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Accélérer les décisions. Encore une fois, il y a un thème commun dans tous mes slides, vous allez voir, c'est qu'il y a pas mal d'alcool, malheureusement. Chez Zendesk, quand on prenait une décision à notre petite échelle, c'était très simple. On se mettait tous autour d'une pièce, on ouvrait une bière, on se mettait sur un tableau blanc et on prenait une décision. C'était un meeting de 2 heures et à la fin on partait, on était tous contents, tous alignés. C'était plus dur de prendre une décision lorsqu'on était plus gros. Et donc les quelques leçons sur la décision, le gros truc que j'ai appris, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne met jamais dans les job descriptions de product manager, c'est qu'en fait c'est au product manager de définir, pas de décider surtout pas, de définir le processus de décision. C'est jamais à nous en fait de décider, c'est même pas à nous de trancher. Il y a souvent des gens qui disent oui mais le PM c'est celui à la fin qui va trancher quand il y a des disagreements. Ok, dans certains cas je suis d'accord, mais je pense que la clé de la définition du rôle de product manager, et ça c'est peut-être la plus grosse leçon que j'ai prise chez Zendesk et Algolia d'ailleurs, c'est qu'on est simplement là pour définir et construire le processus de décision. On est là pour dire qui prend la décision, comment, quand, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on récupère le feedback, comment est-ce qu'on le partage, mais on n'est pas nécessairement les gens qui doivent prendre la décision. Et donc les quelques conseils là-dessus, c'est vraiment devenir le facilitateur d'idées et non pas le créateur. Notre CTO chez Algolia dit tout le temps que la prochaine Game Changer ID de Algolia, donc l'idée qui vraiment transformera notre business, elle viendra d'un ingénieur dans l'équipe et elle ne viendra pas des product managers. Et c'est vrai qu'en tant que product manager, on a souvent un petit peu ce complexe de supériorité, de penser que c'est nous qui avons la vision, c'est nous qui parlons aux clients, donc c'est nous qui saurons exactement ce qu'il faut faire ensuite. Je pense que c'est vraiment se méprendre. Ce sera peut-être nous qui aurons cette idée géniale, mais il faut vraiment se forcer à devenir le générateur d'idées et pas le créateur. Donc régulièrement, faites des one-on-one avec toutes vos équipes, régulièrement allez challenger vos équipes pour sortir des idées et proposer des roadmaps. Nous, on fait cet exercice où chacun propose sa version de la roadmap. Un exercice que je faisais dans tous mes off-sites, et j'en parlerai dans une minute, avec tous les ingénieurs, c'était que je leur faisais faire, on commençait l'off-site avec, on amenait tous nos ordinateurs, on les ouvrait tous, il y avait 10 personnes, et designers, engineers, product managers, etc.
on ouvrait tous notre ordi, on prenait un article sur TechCrunch, tous le même, et on éditait la DOM de l'article, où on le copiait-collait, on changeait ça, et chacun devait refaire comment on appelle ça, son titre, le titre de l'article et le premier paragraphe de l'article, en disant l'année prochaine, qu'est-ce que va faire notre équipe qui va être game changer, qui va être quelque chose dont la presse veut parler. C'est un peu l'exercice de press release de Jeff Bezos. Et donc on faisait tout ça sur un article réel. Ensuite on prenait un screenshot, on mettait sur un slide et on se le présentait tous. Ça durait 1 heure, 1 heure et demie. C'était vraiment un exercice créatif. Mais on essayait de faire ça pour que chacun individuellement puisse penser à quelle va être la plus grosse idée que leur équipe va shipper l'année prochaine. Et on trouvait des trucs complètement différents et complètement pas alignés. Et comme ça, c'était important de commencer par cet exercice sans qu'il y ait le product manager qui se lève, qui commence la présentation de la roadmap et des thèmes. Parce qu'au final, les ingénieurs vont être dans une logique, moi je suis juste là pour shipper du code, j'ai aucun impact sur influer la roadmap. Donc faites très attention à ça. Je pense qu'en tant que product manager, on est garant de s'assurer que toute la boîte, et pas simplement les ingénieurs, les designers, les commerciaux, puissent influer les prochaines décisions produits. Mesurez votre succès là-dessus parce que ça, c'est vraiment un gros truc. Communiquer le process de décision, c'est ce que je vous ai dit, c'est que c'est bien de le designer, mais il faut vraiment s'assurer que tout le monde sache qu'ils peuvent donner du feedback à tel email, à tel Slack room, à tel machin. Il faut vraiment que les gens comprennent exactement comment ils peuvent être entendus. Et il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On avait vraiment ce problème chez Zendesk, je pense qu'on ne l'a toujours pas fixé, mais on était très noir et blanc. C'est qu'on avait une idée et on partait dessus et on avait beaucoup de mal à se dire que c'était une erreur. Et même quand on recevait du feedback négatif de toutes les autres équipes, on était 7 sur notre idée, on avait un petit peu ce problème de tour d'ivoire où on était très en haut, on se disait écoutez, on sait ce qu'on fait quand même, vous n'allez pas nous apprendre notre métier. Et donc c'était vraiment un souci et ça c'est quelque chose que je me suis promis de ne pas essayer de refaire chez Algolia. L'offsite, j'essaie d'avancer un peu vite comme ça on a le temps pour les questions. Je suis un grand fan des offsites, je l'ai toujours dit, j'ai écrit des trucs dessus, c'est un de mes outils préférés en tant que product manager. Je vous encourage tous à le faire, prenez votre équipe, sortez-les du bureau pendant 3-4 jours. Ça c'était un de nos premiers offsite produits, on s'est retrouvé dans une maison dans la Napa Valley et on a bossé pendant 3 jours non-stop. Et ça c'était le type d'offsite qu'on faisait sur la fin. Donc là il y a 250 personnes impliquées, c'est des budgets qui sont faramineux, c'est 2 assistantes à temps plein qui font les billets d'avion, les hôtels, les machins, c'est toute une organisation. Mais je pense que ce que je voulais dire sur ce point, c'est que c'est très important de continuer à le faire même quand vous êtes 1500, 1700, 2000, 10 000 parce que c'est extrêmement clé comme exercice de se retrouver tous dans une salle et de se challenger sur plein de sujets, de s'aligner sur plein de sujets, type vision, type opérationnel, etc. Ce qu'on fait régulièrement, c'est un jour opérationnel, un jour stratégique et on essaie de jamais parler de sujet opérationnel pendant le jour stratégique et inversement. Donc structurez bien vos offsites, dépensez de l'argent, ça coûte très cher mais c'est vraiment important à faire. Les meilleurs souvenirs que j'ai sur lancer des fonctionnalités sur Zendesk au tout début, c'est prendre 6 des ingénieurs des équipes avec lesquelles je travaillais. L'équipe était basée à Melbourne en Australie. On prenait un super Airbnb avec vue sur la mer, un truc vraiment beaucoup trop bien. Et on se mettait dans cette maison pendant 3 jours. On se donnait un objectif. On partait avec l'objectif de shipper telle fonctionnalité. Et on refusait de partir sans l'avoir shippé. Et ça d'ailleurs, ça crée vraiment cette espèce de sensation de c'est notre objectif, on le fera. On passait la semaine d'avant à le préparer. C'est-à-dire que ne préparez pas votre offsite quand vous y arrivez. Passez vraiment la semaine d'avant à le préparer. Toutes les stories étaient groomées, tout était parfait, les mock-ups étaient prêts, les designs, le moindre pixel, tout était prêt à lancer. On arrive à l'offsite, on ouvre les ordinateurs, on fait l'exercice créatif dont je vous ai parlé et ensuite c'est parti et c'est 3 jours de boulot non-stop avec bien sûr des interruptions pour faire des trucs un petit peu d'équipe. On cuisine ensemble, on fait une balade sur la plage, on a fait des trucs vraiment sympas dans des cadres top et ça motivait vraiment tout le monde à travailler et on a eu des super résultats. La théorie du fromage, c'est une de mes théories préférées, c'était ce que mon patron répétait à longueur de journée, j'avais jamais compris vraiment jusqu'à ce que ça m'arrive. En fait, il répétait tout le temps que the cheese moves and the cheese will move again. Je vous encourage à faire en sorte que ça devienne un truc que vous répétez vous en tant que product manager ou que leader produit. Ça vient d'un bouquin par un psychologue qui s'appelle Spencer Johnson, mais bon, ça c'est pas très intéressant. Le truc à retenir, c'est que en tant que product manager, il faut être vraiment OK avec un changement constant d'ownership. Le truc qu'on refusait vraiment chez Zendesk, c'est que les product managers deviennent trop attachés à leurs produits et qu'ensuite ils refusent de donner leur produit à quelqu'un d'autre ou d'en prendre un autre. En tant que product manager, vous avez un ownership sur un produit, vous avez une partie du code qui est à vous, vous avez une partie des utilisateurs qui est à vous, après ça dépend comment vous êtes organisé. Mais je pense que c'est très important de vraiment se challenger sur ça peut toujours changer à tout moment et il faut être OK avec ça. C'est une des grandes qualités d'un PM, je pense, c'est d'être super flexible sur le changement et d'être le premier à accepter le changement.
Je vous disais que je n'avais pas compris jusqu'à ce que ça m'arrive. Typiquement, moi, j'avais Twitter, Facebook, j'avais la marketplace des apps, j'avais l'API, enfin, j'avais plein de sujets quand j'étais PM chez Zendesk et qu'on était 4. Quand on était 40, j'en avais beaucoup moins. Mes PM en avaient beaucoup, ensuite ils en avaient moins, etc. Ça bougeait constamment, on se donnait constamment les sujets en fonction d'où étaient les équipes d'ingénieurs, en fonction d'où étaient les skills, en fonction d'où étaient les clients. Vraiment, on changeait d'ownership régulièrement. Bien entendu, pas tous les mois, mais tous les 6 mois à 1 an, il y avait très régulièrement des changements d'ownership. Et ça, je pense que c'est important que les PM soient OK avec. Vous ne voulez pas d'un PM qui va refuser de donner son produit, qui va refuser de passer à autre chose, qui va refuser de prendre un nouveau produit parce qu'il aimait bien le truc sur lequel il bossait avant. Et d'ailleurs, je pense que ça s'applique aussi aux ingénieurs. On était vraiment aussi, on formait aussi nos ingénieurs à comprendre que ça changerait et que c'était bien qu'ils deviennent passionnés de leur produit et de leur code base, mais que c'était important vraiment de pouvoir se challenger et ensuite à être OK pour passer sur un autre produit. À 40, c'était exactement la même chose. C'est un peu l'idée de ce slide, c'est vraiment de continuer à vous dire que de 3 à 40 PM, de la startup à la boîte publique depuis 3 ans, c'est important de continuer à penser de la même façon. Quand vous avez un processus de product development, donc produits, engineers, designers, etc., assurez-vous que tout le monde est conscient que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous bossez sur l'API ou le dashboard ou un truc comme ça que demain vous bosserez là-dessus et c'est OK et c'est pas un problème et il faut l'embrace et être super OK avec ça. Voilà. Embaucher, très dur d'embaucher des PM, c'est un skill qui est un petit peu difficile à trouver, surtout après tout ce qu'on s'est dit, on devient PM par accident, etc. Il y a un super article, je me souviens plus par qui, je l'ai dans mes notes mais je les vois pas là, qui parle en fait de 2 métiers qui font des très très bons PM et c'est cuistot et militaire. Pourquoi ? Parce que c'est des métiers dans lesquels on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. L'article explique que dans une cuisine par exemple, et vous comprendrez l'analogie militaire tout de suite, je ne vais pas y rentrer dans les détails, mais dans les cuisines d'un grand restaurant par exemple, si vous êtes dans la cuisine d'un restaurant, dans un grand hôtel ou un grand palace ici, c'est des batteries de 400 personnes par moment des fois, avec vraiment tout le staff, incluant les serveurs, etc. Mais ça peut être jusqu'à 200 personnes dans une cuisine, chacun a une mission bien précise, et c'est vraiment les rouages qui travaillent ensemble, et il n'y a personne qui a le droit d'être mauvais. Comment ? C'est une brigade en fait. Et dans un PM, c'est un petit peu la même chose. C'est que embaucher un PM, c'est dur, mais vous n'avez pas vraiment de mauvais PM. S'il y a un mauvais PM, ça se sentira tout de suite puisque ça ne marchera pas avec le reste de la brigade. Et dans une cuisine, si quelqu'un était à la sauce et qu'il le rate, ça change tout le dîner, tout le plat, toute l'expérience du client. Tout est vraiment impacté. Et je pense que le rôle de PM a des gros parallèles avec ça, où le moindre truc que vous, en tant que PM, vous allez mal faire, ou si vous n'êtes pas bon dans votre métier, ou si vous avez embauché des mauvais PM, ça va se sentir dans toute la boîte, jusqu'aux commerciaux, même aux gens qui gèrent toutes les fonctions de G&A, etc., finance. Ça va vraiment avoir plein d'impacts, des ramifications étendues. Donc très dur d'embaucher les PM, mais à la fois une sorte de mindset et d'attitude qui est très similaire à, bien entendu, un militaire, parce qu'il n'y a pas vraiment le doigt à l'erreur quand vous êtes sur le champ de bataille, ou même dans une cuisine où lorsque le dîner commence, ça doit tourner vraiment comme une horloge. Et je pense que ça, c'est important à garder en tête quand vous embauchez des PM, c'est reliability, c'est vraiment la première skill qu'il faut chercher parce que vous pouvez entraîner quelqu'un à être un bon PM, ça se forme, etc. Mais c'est vraiment la partie être reliable et qu'on puisse compter sur nous, c'est hyper important. À 40, c'est un petit peu différent, vous ne cherchez pas les mêmes profils. Vous avez sûrement dû lire ces articles sur Internet qui parlent des 3 types de PM. Il y a le builder, le groomer, je sais pas quoi, il y a plein de trucs. Il y a le village builder, la personne qui arrive après il faille shipper des features tous les jours et qui va stabiliser un peu le truc. Ensuite, il y a la personne qui va faire l'infrastructure, tous les trucs qu'on ne voit pas, qui va vraiment stabiliser. C'est vrai, tout ça, il y a vraiment 3 types de PM, 4, 5 types de PM, mais le plus important, c'est lorsque vous grossissez, ne continuez pas à chercher constamment les mêmes types de PM parce que vous n'avez pas toujours besoin du cuistot, vous n'avez pas toujours besoin du militaire. Vous avez besoin peut-être de gens un peu différents selon les produits sur lesquels ils vont travailler. Des PM pour l'infrastructure, c'est des gens très difficiles à trouver puisque c'est des gens qui ont un background en ingénierie et surtout vous devez commencer à structurer un petit peu votre career track et ça c'était un truc qu'on a fait beaucoup trop tard chez Zendesk où on a commencé un petit peu à structurer comment est-ce que l'équipe allait évoluer. Comment est-ce qu'on donnait à quelqu'un qui était product manager qui avait 12 produits parce qu'on était sous-staffé, quand on passe à une vraie équipe, il n'a plus que quelques produits, il bosse avec une seule équipe de développeurs. Comment est-ce qu'on le fait avancer dans sa carrière, comment est-ce qu'on le motive, comment est-ce qu'on le fait rester, comment est-ce qu'il ne part pas au bout de 2 ans. Donc on a créé une sorte de career track, un truc super structuré, super formel. On l'a fait beaucoup trop tard, donc je ne sais pas à quel stade la plupart d'entre vous sont aujourd'hui dans leur société, mais je vous encourage fortement et je serais ravi de partager celui qu'on a fait chez Algolia, qui est fortement inspiré de celui-ci.
mais je vous invite fortement à structurer votre équipe produit rapidement avec des niveaux et à montrer un petit peu de l'avancement de carrière pour que les product managers dans vos équipes puissent se sentir un petit peu avancés, leurs responsabilités augmentent, leurs produits deviennent de plus en plus importants avec l'impact de leurs produits de plus en plus important. Et comme ça, ils vont rester, ils vont être plus motivés et ça créera de la rétention. Quelque chose qu'on n'a pas bien fait. La roadmap, et je crois que c'est mon avant-dernier ou mon dernier, au début, quand vous êtes 3, la roadmap, on s'en fout un peu. Elle est vraiment juste là pour faire joli. Au final, personne ne la suit vraiment. Au final, c'est ce que vous savez déjà. Au final, tout le monde la connaît, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment un truc dont vous pouvez un petit peu vous en passer. Vous en avez besoin vous peut-être pour travailler, c'est plus thérapeutique pour le PM d'avoir une roadmap. C'est ok, j'ai ma roadmap, j'avance, je me rassure, etc. Mais tout le monde s'en fout un petit peu. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de la communiquer. Je retourne à communiquer sa vision. C'est pas simplement sa vision à 3-4 ans. C'est où est-ce qu'on va dans les 3 prochains mois pour s'assurer que tout le monde sache un petit peu ce qui arrive. Par contre, quand vous êtes 40, la roadmap, c'est vraiment un exercice très important. Moi, je suis plutôt de la philosophie que ça doit devenir un exercice très important très rapidement. Et de faire des roadmaps très structurés. Donc, comment est-ce qu'on fait des roadmaps chez nous? On fait des roadmaps avec un quarter dans lequel on est très précis, on sait exactement ce qu'on va faire, ce qu'on va shipper, comment et quand. On se challenge beaucoup sur les dates, c'est un gros sujet, ça, je pense que vous l'avez tous vécu, mais les sales disent toujours que bah oui, mais produit et développement, ils shippent jamais à temps, ils ne respectent jamais les dates, alors que nous, on doit closer le dernier jour du quarter, etc. Donc ça nous est tous arrivé. Nous, on essaie vraiment de se challenger sur les dates, d'être très structuré là-dessus. Donc, on fait une roadmap qui est clean, qui est claire, qui est précise. On dit exactement et on commit à des P1, des P2. Donc, on dit vraiment ça, c'est sûr que tu peux compter sur ça, ça se shippera à telle date, etc. Ce qui est très dur hein, comme mindset change, mais ça marche. Oui. C'est quoi des P1, des P2? Alors, des P1 et P2, c'est un exercice qu'on fait sur les priorités en fait. On demande à chaque équipe, à chaque squad de donner des P1. Et les P1, il y en a généralement que 2 ou 3. Par contre, on demande à la squad de committer de manière très formelle sur le fait que ça va sortir. C'est pas quelque chose on pourra pas être en retard. Donc ça veut dire que pour une P1, il faut avoir vraiment bien bossé les dependencies, il faut savoir sur qui d'autres on compte. On ne peut pas committer à une P1 sans qu'on ait scopé le projet. Donc les P1, c'est généralement des projets qui ont été scopés dans le quarter d'avant, sur lesquels on connaît bien les dependencies et sur lesquels il y a quand même un niveau de pression et de confiance qui est assez élevé. On responsabilise vraiment les squads de cette façon. Je suis très pour les P1 parce que justement ça crée cette sensation de devant toute la boîte, la squad commit à shipper ces deux choses et c'est tout à fait ok d'en avoir qu'une seule, mais au moins vous êtes sûr de le faire. Et les P2 sont plutôt des choses qu'on fait si on a le temps. Ou des choses qu'on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas scopé ou des choses comme ça. On challenge beaucoup les gens sur leur P1, en tout cas chez Algolia, on le faisait beaucoup chez Zendesk aussi, et tous les quarters on faisait une review de toutes les P1 avec notre CEO, même quand on était très très gros. C'était un long meeting qui durait longtemps, qui n'était pas toujours fun, mais c'est vrai que c'était vraiment important pour chacun de dire voilà ce qu'on va faire ce quarter, vous pouvez compter sur nous, parce que derrière il y a plein d'impact pour la boîte. Ensuite, pour le deuxième quarter, enfin le quarter plus 1, on part plus sur un truc hyper flou, mais on sait à peu près où on veut aller. Souvent c'est des continuations des P1, ça reste flou, on se force à rester flou en fait. On dit on fera peut-être ça, on bossera là-dessus, on specera ça. Mais on veut quand même avoir un certain ordre d'idée, surtout quand vous faites du B2B. Pour ceux d'entre vous qui sont en B2B, il faut être prédictible, c'est important. Et par contre, on se force vraiment à ne pas penser au-delà de ça. On parle vision, on parle direction, on parle thème, mais on ne parle pas feature. On refuse, vraiment c'est un exercice actif, parce que ce n'est pas naturel, spécifiquement en tant que product manager, on veut tout de suite penser oh, mais je vais faire ça comme ça, le bouton va être là. Donc on se force à ne pas discuter même entre nous au-delà de 6 mois de comment est-ce qu'on va le faire, mais par contre on parle des problèmes, on parle des avantages, on parle de l'impact économique, on parle de la vision et du thème qu'on va donner aux journalistes, on parle de choses comme ça. Mais on essaie de ne pas parler de fonctionnalité. Et du coup sur le Q qui arrive, le quarter qui arrive, tu as déjà toutes les features, c'est pas des problèmes que tu as, c'est vraiment tu as les solutions qui sont spéquées qui arrivent. Ouais, les P1 en tout cas sont vraiment des solutions. Et du coup, dans cette mesure, l'équipe, toute la squad participe à l'élaboration de ces solutions. C'est à eux de les donner, c'est simple, c'est pas nous du tout, c'est pas du tout du top-down, c'est pas nous qui leur demandons de résoudre ces problèmes, c'est à eux le quarter d'avant d'être capable. Donc on commence 1 mois et demi avant le début du quarter à faire le planning. Donc dans le Q2, il y a vraiment une partie aussi, ce qu'on voit beaucoup en P2, c'est spec this ou scope this ou investiguer ce problème, etc. Donc ça c'est souvent des P2, c'est beaucoup de boulot de recherche. Mais on demande à la squad de nous donner les problèmes qu'ils veulent résoudre et comment ils veulent les résoudre. Il arrive bien entendu que des squads disent bah, nous on va faire ça, on ne sait pas encore exactement comment, mais voilà en gros ce qu'on lance, voilà ce sur quoi vous pouvez compter.
Mais généralement, s'ils arrivent à le committer en P1, c'est qu'ils ont fait assez de travail d'investigation pour savoir que c'est sûr qu'ils vont réussir à le shipper. En fait, on évite complètement, même si nous, on a quand même nos petites idées de ce qu'on voudrait, bien entendu, parce qu'on essaie d'en parler constamment, on a une vision un petit peu stratégique de la boîte, etc. On essaie de responsabiliser la squad sur aller chercher l'information, aller demander la vision, aller la partager à tout le monde, aller parler à toutes les autres squads et donnez-nous vos P1. À vous de nous dire quel problème vous voulez résoudre ce quarter. Et on se positionne plutôt que dans une logique de challenging, donc on va leur dire mais pourquoi, est-ce que tu es sûr, est-ce que c'est vraiment là où tu veux mettre tes ressources? Je pense pas que ce soit une bonne idée, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux me le justifier, mais on les laisse vraiment venir vers nous avec des idées. Mais plus que des idées, ils viennent vers nous avec des solutions. Et on les challenge aussi beaucoup pendant le quarter sur tiens, y a ça, les sales ont ce problème-là. Donc on essaie de rendre ça comme une discussion. J'ai une dernière question sur ce sujet, après je te laisse passer la suite. C'est quoi la direction que toi tu donnes au squad justement? Est-ce que tu leur donnes un thème? Est-ce que tu leur donnes un problème déjà? Est-ce que tu leur donnes des KPI? Comment tu les orientes? Alors, je fais deux choses là-dessus. Sur tous les documents qu'on a pour le planning, tout en haut des documents, sur chacun, je remets les objectifs de la boîte dans l'année. Donc ça, c'est le premier truc, je les recolle. Tout le monde les connaît par cœur maintenant, mais je m'en fous, je continue à les mettre. Donc tous les documents, ils ne peuvent pas le rater, ils revoient les 3 objectifs de la boîte dans l'année. Sur cela, on a essayé d'être assez explicite, assez inspirant, mais ils sont quand même clairs. Et on essaie de s'assurer que tout ce qu'ils proposent, eux, ils vont pouvoir mentalement se vérifier et dire attends, est-ce que ça rentre dans un des 3 goals? Non, ça n'a peut-être pas de sens d'être là. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, ça revient au point que je disais sur définir et designer le processus de décision. C'est que là-dedans, en fait, on a rendu très formel et très clair que c'était à eux d'aller chercher l'information. C'est au product manager de passer des heures sur des calls avec les sales. C'est au product manager d'aller parler à des clients. Et lui, il va se faire challenger beaucoup par mois s'il ne le fait pas. J'attends de lui ou d'elle qu'il ait vraiment les réponses et qu'il soit capable de dire on a tel problème. Bien entendu, nous, on voit des choses différentes, donc on va vraiment leur filer de l'information. On va leur dire ça, je pense c'est vraiment un problème, ça, je pense c'est très priorité, il faudrait que tu regardes là-dedans. Et vu qu'on est tous assez alignés sur nos objectifs et là où on veut aller, généralement, il ne devrait pas y avoir de grosses distorsions. J'ai encore rarement vu, je l'ai vu que 2-3 fois, où il y a vraiment des visions complètement différentes. Parce que si on est assez aligné en tant que boîte sur là où on veut aller, ce qu'on veut faire, qui sont nos clients, c'est très rare que des gens veulent faire des choses complètement différentes. Là où il y a des débats, c'est sur les priorisations, mais généralement tout le monde est d'accord sur ce qu'on fait, quel problème on résout, pour qui et comment. Mais on essaie vraiment de rendre ça la responsabilité de toute la squad. Les ingénieurs sont tous inclus dans tous les calls. S'ils veulent venir à un call avec les sales, ils le font. En tout cas, quand le PM le fait, c'est pas le PM qui part et qui le fait tout seul et ensuite qui revient vers leurs ingénieurs. Et nous, on essaie vraiment d'inclure tout le monde. Les designers font aussi partie intégrante de ça. Ils ont aussi un product marketer qui est inclus dans chaque squad, ou en tout cas qui a cette responsabilité. Et c'est vraiment à eux de passer au moins 30% de leur quarter à réfléchir au quarter suivant. Alors, bien entendu, on fait ça constamment avec eux, mais on essaie de toujours les checker sur est-ce que c'est dans les objectifs de la boîte, est-ce que c'est vraiment ce qui va apporter le plus de valeur. Une question que je pose tout le temps à chaque session de planning, où en fait on se fait des sessions de 2-3 heures où on discute de leurs idées. Je leur demande toujours, est-ce que tu penses que ça aide les commerciaux? Parce qu'on est une boîte B2B, on a vraiment des objectifs commerciaux par quarter, je pense que tu connais bien le sujet. Et c'est une question que je leur demande tout le temps, est-ce que ça aide Gaëtan? C'est ça que je leur dis en fait. Gaëtan, c'est notre VP Sales. Et la question, c'est est-ce que ça aide Gaëtan? Et souvent, la réponse, c'est j'avais pas vu comme ça, ou peut-être oui, ça aide beaucoup Gaëtan, ou non, effectivement, pas du tout. Des fois, c'est bien, c'est pas nécessairement un besoin, mais c'est important de leur demander comme ça. Comme ça, ils sont vraiment responsabilisés sur les décisions à prendre. Et le dernier point, c'est l'aspect personnel. Je pense que ça, c'était un truc que je l'ai vécu plus ou moins bien. Il y a eu des hauts et des bas dans 5 ans et demi de hyper-growth comme ça chez Zendesk. Mais au début, c'était vraiment fun. C'était un peu cette phrase « Everybody holds the award ». Cette phrase, je l'ai eue quand j'ai appelé Steven, qui est un de mes copains PM, qui était le deuxième PM de Zendesk. Et je lui ai dit « Qu'est-ce qui a changé ?» Et c'est lui qui m'a sorti cette photo et m'a dit « Tu vois, c'est ça en fait qui définit ce qui a changé dans notre rôle. C'est qu'au début, on est une équipe de 3, on fait tout ensemble, on ship tout ensemble, on est tous assis les uns à côté des autres, on sait tout ce que l'autre fait. Et puis c'est nous que tout le monde vient voir à la fin d'un lancement et qui nous tape sur le dos, bravo, t'as réussi, etc. Donc au début, c'est vraiment tout le monde est impliqué, tout le monde tient le trophée, c'est le produit de tout le monde. Et encore une fois, c'est super fun en tant que product manager. Et quand on est à 40, c'est un petit peu différent. C'est qu'on a un seul PM qui va à l'IPO le jour de l'introduction en bourse à New York.
Et ça, c'est parce que bon, la boîte est devenue énorme, on est 1300, on peut envoyer qu'un seul mec du produit, donc on en choisit un et hop, on prend le premier, on l'envoie, etc. Et je trouve que c'est un exemple, mais ça définit bien comment on se sent en tant que PM dans une boîte qui grossit. Et je pense que ça vous arrivera à beaucoup, ça vous est peut-être déjà arrivé si vous êtes dans une boîte qui a grossi au cours des 2 dernières années. Mais vous allez voir que, enfin moi c'est vraiment le gros learning que j'ai eu en tant que PM chez ZNS, c'est qu'au début c'était vraiment, on faisait tout tous ensemble, on savait exactement ce que fait l'autre et c'est vraiment, on est une équipe. Puis à la fin, on grossit et donc on est juste un PM parmi une énorme boîte. Et je pense que d'un point de vue personnel, c'est dur de vivre ça, mais c'est important de garder cette notion que le job de PM c'est un job où il n'y a pas d'ego. Il ne faut pas penser à ça comme quelque chose de personnel, c'est vraiment no ego. On fait ça pour la boîte, on ship des trucs pour les clients, pour les utilisateurs et c'est pas à propos de nous, c'est pas notre histoire. C'est bien PM parce qu'on est un peu au centre de tout, on est la personne qui connaît tout, qui sait où tout est à tout moment. C'est un métier hyper excitant et grisant dans ce sens-là. Mais quand on grossit, ce genre de choses, ça disparaît un petit peu et je pense qu'il faut être complètement ouvert à ça et oublier que c'est vraiment pas d'ego et que c'est une équipe, les ingénieurs, les designers et le PM qui est là. Voilà. C'est plus un petit aspect personnel là-dessus. Nous, on était au bureau en train de picoler à 6h du matin en regardant les écrans. Voilà. Je vais terminer rapidement sur la conclusion. Si c'était à refaire, c'est un petit peu la question que je me suis posée. 5 choses mieux. Tu gères ton process de Ah oui. collecte, priorisation du user feedback. Ah oui, c'est vrai. Tu restes toujours proche des demandes des clients. Je pense pas que j'ai une super réponse à ça. Le premier truc, c'est s'assurer que tu parles toujours à tes clients. C'est un peu ce que je disais sur le slide d'avant. Et pour ça, en fait, je me suis rendu compte que n'importe quel des PM dans mon équipe avait pas le temps. Et, non, j'ai pas le temps, mais là, il y a trop de trucs, trop de sujets, j'ai pas le temps. Oui, tu as raison, il faudrait vraiment que je parle plus aux clients, mais j'ai pas le temps de le faire, etc. Donc, j'ai fini par faire le truc vraiment top-down, super micromanagement, qui était de le donner comme objectif dans les objectifs de trimestre. J'aime pas faire ça parce que ça fait un peu micromanager, mais j'étais obligé parce qu'ils parlaient pas aux clients. Donc je leur ai dit, chaque quarter, vous devez parler à 5 clients et écrire un truc qui décrit ce que vous avez dit, etc. Donc c'était un peu chiant à faire, mais c'est vrai que je pense que ça les a bien challengés à le faire, parce qu'au final, quand c'est dans tes objectifs, quand tu as des choses comme, je sais pas, ton bonus qualitatif qui peut être payé là-dessus, des trucs comme ça, tu as envie de le faire. Mais c'était vraiment le dernier recours, donc j'ai dû faire ça. Finalement, ça a vachement amélioré les choses, parce qu'ils parlaient à des clients tout le temps. Donc ça, c'est le premier truc, distiller ce feedback. Après, c'est là que ça devient compliqué. Chez nous, c'était un peu le bordel. Hein. Donc chez ZNS, même chez Algolia, j'ai jamais vu ça, le truc bien fait. On avait mis en place un outil de feature request où les gens pouvaient à la fois en interne et en externe soumettre des feature requests. Et nous, on le regardait tous les jours. C'est vraiment tous les product managers de ZNS qui étaient abonnés à ce forum. C'était un forum ZNS. Et on recevait un message par email dès qu'il y avait une feature request, soit un commentaire dessus, soit une feature request. Et on y répondait. Très régulièrement, on faisait l'exercice de les exporter et de regarder tous les clients qui ont liké, commenté ou posté une feature request, les organiser à la fois par priorité, donc combien de gens l'ont demandé, est-ce que la feature la plus demandée est la plus importante. Et ensuite, on utilisait aussi le nom de domaine pour passer ça dans notre base de données et regarder en termes de revenus. Donc est-ce que les features les plus demandées sont celles qui nous rapporteraient le plus d'argent en termes de revenus par client, ou est-ce que c'est les autres? On n'a jamais publié notre roadmap. Forcément par un sales. Ouais, c'était tout ce qu'entendaient les sales, exactement. Les clients avaient leur propre forum pour demander des fonctionnalités. Donc ils avaient un forum public qui est encore accessible en ligne. Si vous allez sur Google et vous tapez Zendesk Feature Request, vous trouverez un forum public dans lequel les gens peuvent voter et ajouter des features. Mais la liste interne, celle où on la regardait toutes les semaines, c'était principalement tous les clients qui avaient un account manager dédié, donc des clients quand même d'une certaine taille, qui eux pouvaient tous parler à Pierre. Et ensuite, Pierre nous distillait tout ça dans du feedback vachement bien fait avec... Il y a 12 clients qu'on en essaie dans les 2 derniers mois, leur taille moyenne c'est ça, voilà le problème qu'ils essaient de résoudre, voilà la solution qu'ils ont aujourd'hui. On regardait beaucoup aussi je ne sais pas si vous avez des équipes pre-sales dans la plupart de vos boîtes, mais on regardait beaucoup les workarounds que les pre-sales faisaient. Un truc qui ne marche pas, ils font un petit bidouillis, un petit machin qui fonctionne sur Heroku, un petit script qui fait ci ou ça. Ça, on s'intéressait beaucoup parce que ça résolvait les problèmes pour les clients. Mais c'était pas propre et donc nous on prenait ça et on se disait est-ce que je peux prendre ton proto, est-ce que je peux le scaler à...
Tu parlais tout à l'heure du process créatif au sein des PM. Mm. À 3 PM dans une petite team, on voit bien que c'est assez organique, ça se passe assez naturellement. À 40, qui avait la légitimité et surtout, comment est-ce que vous pouviez créer un nouveau produit? Tu vois, je parle pas juste d'une petite feature, mais un nouveau produit, d'où ça venait C'est chaud hein, parce que plus tu grossis, plus l'innovation meurt à petit feu. En fait, c'est un peu la trend naturelle. Si tu la combats pas, c'est que l'innovation va commencer à baisser et que tu vas simplement faire du day-to-day. Donc on a fait 3 trucs pour améliorer ça. Le premier, c'est qu'on a acheté des boîtes. Parce qu'au final, quand tu deviens gros et que tu as un petit peu d'argent, le meilleur moyen de faire venir l'innovation à toi, c'est de l'acheter. Donc on est allé acheter 2-3 startups, on a acheté une boîte à Singapour, on a acheté une boîte à Montpellier, on a acheté une boîte à San Francisco récemment. Zendesk a acheté une boîte, je dis encore on, mais donc ça c'est le premier truc, c'est que acheter de l'innovation c'est important. Je pense que ça peut se faire à n'importe quelle taille, hein, ça n'a pas besoin d'être pour des montants fous, mais c'est important de constamment regarder. Pendant 5 ans et demi de boulot chez Zendesk, même quand j'étais pas product, je regardais tout le temps ce qui se faisait dans l'industrie et j'envoyais les liens au product manager à l'époque où je l'étais pas, en disant tiens on devrait regarder ça, on devrait peut-être acheter, on devrait peut-être essayer de copier, enfin des trucs comme ça. Donc premier truc c'est ça. Deuxième truc c'est copier, mais copier de manière intelligente, ça sert à rien d'aller prendre la feature et de faire exactement la même chose, mais vraiment de s'inspirer. C'est un truc qu'on n'a pas le droit de faire parce que c'est dans les conditions, terms and conditions de tous les produits qu'on utilisait. Et le troisième truc, c'est que quand on se retrouvait un petit peu en off-site et en machin, c'est là qu'on se forçait vraiment à se sortir un petit peu les creative juice. Donc on se forçait on pitchait des nouveaux produits par exemple. On avait fait un exercice où chacun qui le voulait pouvait pitcher un nouveau produit pour Zendesk. J'avais pitché un truc pour faire du machine learning avec tous nos tickets et nos chats et pouvoir faire un bot qui répondait automatiquement. Ça s'appelait Zendesk Henry, c'était assez cool. Ça n'avait pas été retenu, mais c'était marrant de faire l'exercice, de faire tout le truc. On avait un template de slide, donc on se forçait à faire des exercices créatifs entre nous comme ça pour justement se challenger. Et puis après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait plein de gens en interne super smart qui n'étaient pas nécessairement PM, qui envoyaient un document à notre CEO qui disait je pense qu'il faut qu'on fasse ça, c'est énorme. Et puis il y en avait une fois sur 100 que c'était là, ça, il faut qu'on le fasse, il a raison, quoi. Voilà. Tu avais une autre question? Je voulais te poser une question par rapport au rôle des UX designers. Oui. Nous, on est donc une équipe de 3 PM et une équipe d'une quinzaine de tech. Et on n'a pas d'UX designer aujourd'hui et ce rôle est un peu pris par nous et par quelqu'un qui fait un peu tout, y compris du UX et du UI. Comment tu vois, donc là il est temps de recruter clairement et au moment d'écrire la job desk, je te pose donc cette question. Comment tu vois toi ce rôle par rapport au rôle du PM? C'est quoi les overlaps et comment ça s'insère dans les squads aussi? Est-ce que tu as fait un truc avec un mix par squad par exemple ou c'est plutôt un mec qui va Alors, plusieurs réponses à ça. La première, c'est que je me souviens d'une anecdote où j'avais embauché un PM qui venait de chez Microsoft et il commence et au bout d'un mois, etc., je lui dis bah, tiens, il faut que tu fasses un mock-up pour cette intégration et il me dit mais un mock-up, c'est-à-dire tu veux que moi je fasse le mock-up? Je lui dis bah oui, qui d'autre va le faire? Il me dit bah il est où mon UX designer? Donc ça, c'était une petite révélation pour moi où j'avais pas trop compris en fait qu'il y avait des gens qui ne pensaient pas que c'était le rôle du PM de le faire. Donc ça c'est donc je pense que dans les grosses boîtes c'est très commun en fait. Tu as product owner, program manager, UX designer, UI designer, enfin c'est hyper structuré. Et plus la boîte grossit, plus le rôle du PM se distille à un truc hyper. Ça c'est la première réponse. La deuxième, c'est pas vraiment une réponse d'ailleurs. La deuxième c'est que moi j'aime bien quand les PM savent aussi faire un peu d'UX. C'est pas des experts, ils n'ont pas le temps et ils devraient pas avoir le temps. Donc ce que je recommande plutôt c'est des postes de UX researcher qui ne sont pas des postes de UX designer parce que je pense aussi qu'un bon product designer doit avoir une grosse capacité d'UX. Tu peux pas faire du design, tu peux pas pondre des planches sur Sketch sans que tu aies parlé à des users et que tu aies fait des sketchs avant, des mock-ups. Ça c'est juste pas possible. N'importe quel bon product designer qui a un peu d'expérience te dira qu'ils peuvent pas simplement être bons à faire des beaux boutons bien verts et bien machin. Il faut aussi qu'ils comprennent comment l'interaction marche. Et tu le vois d'ailleurs, tous les bons designers, ils parlent aux clients. Ils ont envie, ils en ont besoin. Et donc nous, ce qu'on a fait plutôt, c'est chez Zendesk, on avait un UX designer, quelqu'un qui faisait que de la UX, mais que sur le produit cœur. Donc on avait pris quelqu'un seulement sur le core product, le principal, celui qui était le plus touché et qui avait, c'était là où on avait quasiment tous nos clics dans la journée. Le ticket en gros. Donc ça avait été étudié. Le reste, c'était vraiment des product designers, donc des UI designers qui avaient une compétence UX ou UI en fonction.
Et ils montaient en compétence sur ce qu'ils n'avaient pas. Et on les challengeait vraiment à être la personne qui ownait l'UX avec le PM et les ingénieurs. Donc en fait, on l'embeddait dans les squads, mais sans avoir un rôle dédié. Parce que notre UX designer était que dédié au produit cœur. Donc les autres produits n'avaient pas de UX designer. C'est le PM et product designer qui a encore un autre rôle. Oui, c'est le designer en gros. C'est la personne qui fait tous les designs. Le PM ne fait pas les designs. Le PM va avancer avec le designer et les ingénieurs sur la UX et la UI. Donc dans chaque squad, on a un product designer, un product manager et des ingénieurs. Du coup, entre les deux, product manager et product designer, est-ce qu'il y a un overlap et quels sont les responsabilités Pas du tout. de chacun? Pas du tout, c'est le designer en fait. Je dis product designer, mais en fait c'est le designer, c'est juste qu'il est plus bon, il est meilleur à créer des produits qu'à créer des landing pages. Et pour moi, un bon product designer a une compétence UX et donc est la personne qui est un peu le référent là-dedans, qui va faire les planches, les mock-ups, etc. Mais au début, quand on n'a pas ce luxe d'avoir ça, eh ben, le product manager il le fait. Nous, ce qu'on embauche là chez Algolia en ce moment, c'est un UX researcher. Donc on veut plutôt quelqu'un qui va nous aider à faire toute la partie recherche, parler aux clients, faire des analyses des vidéos, regarder un petit peu comment les clients l'utilisent, etc. Mais pas nécessairement quelqu'un qui va produire des designs visuels de UX. Ceci dit, c'était hyper utile. Là, c'est la façon un peu scrappy, mais le luxe, ce serait d'avoir un UX designer et un UI designer par squad. Ça, c'est le luxe le plus ultra, mais c'était génial. L'équipe cœur, ils avaient vraiment un truc top. Donc, je sais pas si j'ai pas vraiment répondu, mais voilà, je sais pas. En gros, je l'ai vu marcher, mais ça coûte cher parce que ça veut dire qu'il faut que tu aies 2 designers par squad, donc c'est pas des trucs que tu as dans tous les budgets. Et donc, nous, on l'avait mis sur l'endroit sur lequel il y avait plus besoin, et tous les autres, c'était des product designers sur lesquels on les challengeait pas mal sur leur skill UX. Donc c'est le designer qui faisait le mock-up, c'était pas le PM. Exactement, mais ensemble. Souvent, enfin, au début, le PM faisait beaucoup de mock-up parce que le designer, ils avaient 4 squads et pour le coup, ils n'avaient pas le temps de tout suivre, etc. Donc, Quand tu dis mock-up, c'est wireframes ou c'est sketch c'est les deux, ça dépend dans lequel tu es plus confortable. Mais c'est des trucs qui sont pas polish, quoi. C'est pas, quand je dis mock-up, pour moi, c'est pas, ils sont pas intégrables, quoi. Non. L'interface, c'est vraiment ce qui arrive en dernier. Dans ce contexte, on a parlé de product manager, product designer, product owner, comment tu positionnes ce rôle et comment tu splits par rapport à souvent une question dans les boîtes un peu plus grosses comme PMPO, comment ça se split et ton expérience par rapport à ça? Alors, je suis jamais allé au-dessus de la boîte de 2000, donc mon expérience, c'est que le PM, il doit être PO. Pour moi, c'est pas possible d'avoir 2 rôles pour ça. Je sais que ça se fait dans des plus grosses boîtes, j'ai jamais vécu, je l'ai jamais entendu. Google, ça marche très bien, ils le font et ça fonctionne. Je sais qu'IBM fait ça. Enfin, c'est vraiment je l'ai que entendu dans des grosses boîtes. Et Salesforce a aussi un peu ce concept. Je sais pas comment ça marche. J'ai pas de réponse parce que pour moi, le PM est PO et un PM qui sait pas être PO, il a rien à faire. Enfin, pour le coup, là, je sais pas. Parce que moi, j'ai l'expérience d'avoir dans une boîte un peu plus grosse, 2000 personnes, qui s'appelle Axway. C'est la boîte que je quitte, et le split PMPO, il ne marche pas. D'accord. Il ne marche pas, je suis assez d'accord avec toi. Si tu veux être en contact avec les clients, PMPO, ça doit être la même. Ah, c'est clair. Et après se pose la question, d'où ma question initialement, du scope fonctionnel que tu répartis sur le pur PM. Du coup, comment est-ce que tu coupes ça? Parce que tu as certains produits, il y a trop de choses. Donc, Ouais, moi j'ai toujours dit en premier entretien, c'est toujours comment tu définis un PM et si on n'est pas aligné, je le dis clairement, pour moi le PM il est PO ici. Et si tu n'es pas prêt à mettre les mains dans le cambouis, à écrire des stories, à faire des mock-ups, à parler à des clients, à faire tout le boulot de PO qui est vraiment plutôt du boulot opérationnel et que tu veux juste faire de la stratégie, penser aux clients, aller à des conférences, étudier la concurrence et faire des business des business decks, dans ces cas-là, c'est pas la boîte pour toi. Pour moi, c'est vraiment les deux et il doit être bon dans les deux, ce qui est pour ça que c'est tellement dur comme rôle. C'est vraiment un rôle business le PM, mais un rôle business avec la partie exécutant. et comment tu splits avec le business PM dont tu parlais Pour moi, c'est pas un rôle différent, c'est juste un mindset en fait. Je vais peut-être pas être clair, mais c'est vraiment product PM, business PM, c'est juste des mindsets. C'est simplement qu'il faut être un peu les deux, il faut avoir cette passion, cette excitation pour le produit. Mais je pense qu'il faut vraiment être très business oriented. Et c'est dur parce que les PM, tu as envie, surtout que, par exemple, typiquement moi aujourd'hui j'ai ce dilemme où j'adore parler produit et tech et le meilleur choix, le meilleur machin, mais je les challenge tous les jours sur penser au business. Et ça je pense que c'est important en fait à faire. Et je pense que tous les PM devraient se dire attends ça m'intéresse, je veux savoir quel revenu potentiel je peux avoir. C'est un truc, on se disait jamais ça chez Zendesk avant l'IPO, et après l'IPO c'est devenu un sujet où je fais ça ou ça.
Et c'était plus qu'est-ce qui est plus important pour nos clients, c'est quel revenu potentiel on peut avoir. Et on se faisait challenger sur des trucs comme là c'est revenu potentiel dans 6 mois, là c'est revenu potentiel dans 3 mois, on fait celui-ci. Et on était là, mais c'est peut-être pas la bonne idée d'un point de vue produit, et bah tant pis, on fait ça. Et ça, je pense qu'en tant que PM, j'aurais aimé le faire plus tôt et comprendre ça plus tôt pour que j'ai pas, même ne serait-ce qu'à y penser. Donc c'est ça, c'est plus une question de mindset. J'ai une question. Depuis le début, on parle de feedback plutôt qualitatif. On a discuté avec des clients. Comment tu intègres les feedbacks quantitatifs avec des metrics, de l'analytics, des choses comme ça dans justement ta roadmap produit, tes nouvelles fonctionnalités, tes nouveaux produits que tu vas développer La façon... Vous le faisiez chez Zendesk, chez Algolia, comment vous les interprétiez, qui était chargé de ça? La façon dont je l'ai vu bien marcher, c'est on avait quelqu'un qui était dédié à créer un service d'analytics, donc on avait un analytics PM en gros, mais c'était pour deux choses. C'était un pour nos clients, donc toute la partie reporting pour nos clients, et l'autre pour nous en interne. Et sa mission, c'était de créer un outil, c'est un outil qu'on avait acheté bien sûr, mais créer un framework pour nous en tant que PM qu'on puisse aller chercher de la data qu'on veut. C'était un peu un de ses mission statements. Donc nous en tant que PM, encore une fois PO, PM, vraiment on faisait tout là-dessus. Quand on faisait un PRD, donc une spec ou un truc qu'on commençait à partager, c'était à nous d'aller chercher la métrique, c'était à nous de l'amener. On se faisait challenger vraiment à fond si on oubliait de la métrique, si on n'était pas data oriented. Donc on mettait tout ça sur le dos du PM. C'est à toi de connaître ton produit, pas que tes users, mais aussi d'aller chercher tes data. Donc on avait plein d'outils en interne, dont Heap Analytics, dont BIME qui était notre back-end de data aussi, enfin notre interface pour sortir de la data. Et le PM avait ses métriques qu'il instrumentait, il devait aller chercher sa data, aller faire ses analyses machin, les tourner dans la Product Data Warehouse. Et en gros, à la fin, dans sa spec, il devait y avoir beaucoup de métriques et de data. Ça vous permettait aussi d'identifier des problèmes de manière proactive, tu veux dire? Ouais, proactive. Ça, c'était les data analysts dans l'équipe du Analytics PM. Il avait des data analysts qui n'étaient pas des ingénieurs, pas des PM, qui étaient des gens juste qui étaient passionnés de data et qui passaient leur temps à décider de pouler des rapports. Ils bossaient beaucoup avec les PM. C'était pas vraiment genre hey, tu peux me sortir ce rapport, c'était plus j'ai tel problème, qu'est-ce que tu en penses? Et en cherchant des trucs sur un problème X, ils trouvaient un problème Y. Et ils étaient dans tous nos meetings, ils faisaient des présentations à tous nos meetings. C'était hyper intéressant d'avoir leur insight sur tout ça. C'est le PM qui définissait aussi les KPIs quand vous introduisiez de nouvelles features? Ça, c'est dans la spec. C'était obligatoire dans nos specs. Il y avait deux choses obligatoires dans nos specs. C'était quand est-ce que tu kills cette feature et comment et pourquoi. Donc on devait dans toutes nos specs avoir une sorte de auto-destruct button, en gros, quand est-ce que tu appuies sur le bouton et que tu dis que c'est fini, que tu abandonnes. Et deuxième truc, c'était quelles sont les métriques que tu vas mesurer à 3 mois, 6 mois, et puis qu'est-ce que tu instrumentes. Dans la spec, il fallait même dire qu'est-ce qu'il faut qu'on instrumente dans le produit. Pourquoi préciser l'autodestruction? Sur les métriques, c'était de se dire, ok, dans 3 mois, on veut regarder l'adoption de la feature Twitter qui crée des tickets. Dans le PRD, qu'on appelle Product Requirements Document, qui est notre équivalent de notre spec, qui était un document assez structuré qu'on avait templétisé en fait pour qu'il puisse être partagé en interne. Si vous voulez, j'ai un template que je peux partager, envoyez-moi un mail et je vous l'enverrai. Et dans ce document-là, on avait une section qui s'appelait quand est-ce, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais quand est-ce que je kill ce produit. Et l'idée, c'était, tu disais, si j'ai pas atteint tant d'adoption sur les tickets Twitter dans 6 mois, je décide d'arrêter. Donc c'était c'était pas nécessairement suivi au mot, c'était plutôt pour challenger l'équipe qui écrivait le PRD sur quand est-ce que tu vas décider que ça y est, t'as essayé, c'était cool, on a dépensé du temps et de l'argent, maintenant il faut arrêter. Et c'était assez dur d'écrire ça en fait, parce que c'est la chose à faire la plus dure pour un PM, c'est de tuer un produit, surtout quand c'est quelque chose qu'il a créé. Et donc on challengeait vachement les gens sur dis-nous quand est-ce que tu arrêtes. Juste dis-le avant, comme ça tu peux pas dire ah oui, on savait pas, on pensait que ça serait plus, etc. Si vraiment tu as fait ta bonne analyse business et que tu t'es dit que cette feature doit rapporter tant, etc., d'un point de vue adoption, utilisateur, rétention, ce que tu veux, il faut d'ailleurs que tu sois capable de mettre je sais plus comment on dit l'expression, mais que tu sois capable de mettre ton your money where your mouth is et que tu kills la feature quand il est temps. Tu n'as pas beaucoup parlé des liens avec le marketing. En fait, là, dans ce que tu décris, le marketing est vachement embedded dans le produit sur toute la dimension connaissance client, opportunité de marché, etc. Et typiquement par rapport aux objectifs que tu cadres. Est-ce que tu as, c'est pas si ça là-dessus, parce que typiquement tu crées une feature, mais après son relais et sa communication auprès de ta cible va peut-être être plutôt assurée par le marketing, avec des budgets qui ne sont pas dépendants des équipes produits.
Et Ouais. en fait, tu es dépendant des dépenses du marketing sur l'atteinte de tes objectifs. Comment tu gères ça? Je pense que j'ai été mal éduqué là-dessus parce que chez ZNS, le product marketing n'a jamais vraiment marché. C'est toujours été une équipe un peu foireuse. Il y avait des très bons, mais il y avait toujours des soucis. On l'a réorganisé 10 fois, on l'a bougé en marketing, en produit, en machin. C'était vraiment. J'ai jamais eu une bonne équipe de product marketing. Et chez Algolia, elle reporte au produit. Donc je pense que je suis un peu biaisé là-dessus et que j'ai jamais été bien éduqué sur ce que c'est qu'une bonne équipe marketing qui tourne bien et qui sait faire les choses et sur qui tu peux compter. Donc je pense pas que j'ai une bonne réponse parce que j'ai jamais vu ça bien en fait. Et donc ce qui fait que chez Algolia, quand ça n'existait pas, j'ai dit je vais la créer, je l'ai pris et donc elle est sous moi, donc je gère tout, donc je l'embête dans les squads. Et donc au final, je m'assure qu'elle livre, qu'elle pense vraiment au produit tout le temps. Je pense pas que ce soit la bonne chose à faire. C'est un defense mechanism que je me suis créé parce que ça marchait pas. Là, on embauche justement un VP marketing, donc je pense que ça va pas rester chez moi très longtemps et je vais peut-être devoir apprendre à comment bien bosser avec le marketing, comment avoir des insights là-dessus. Aujourd'hui, je sais pas bien le faire parce que ça s'est jamais bien passé dans mes squads. Je me suis toujours démerdé tout seul parce que j'étais jamais content de. Donc c'est pas du tout la bonne réponse. Donc je pense que j'ai rien à. Donc On vient de recruter la CMO, donc du coup, voilà. on s'organise. Mais en tout cas, product marketing, qui est vraiment le bras produit et marketing ensemble et qui est censé prendre tout ce que le produit fait et le lancer, le communiquer en interne, en externe, s'assurer de l'adoption, s'assurer de tout ça, faire aussi de l'analyse compétitive, faire tout ça, tout ce que tu viens de décrire. Aujourd'hui, pour te dire comment on est organisé, on a un directeur product marketing qui lui aussi est embeddé dans une squad, parce que pour l'instant il n'a pas vraiment d'équipe, donc il bosse directement sur le produit, le core product. Et ensuite, on vient d'embaucher un product marketer qui va prendre 2 squads et bosser avec ces 2 squads spécifiquement à lancer leurs produits. Historiquement, au début, les équipes product marketing, elles font beaucoup de lancements. C'est vraiment un launch factory, tu prends une feature, tu la lances. Et après, ça devient un peu plus stratégique, c'est là où ça devient fun, c'est compétition, ça aide sur la roadmap, beaucoup d'analyse business aussi, d'impact business de certaines choses, beaucoup de data. Mais encore une fois, je n'ai jamais vu du bon product marketing encore, donc j'espère que cette fois c'est la bonne. Donc voilà, je sais pas, désolé. Oui. Chez Zendesk, tu avais un Head of Product avec toi? Ouais, j'avais un VP produit, un VP Product Engineering et avant un directeur produit. Après, quand je suis devenu directeur produit, j'étais directement un VP produit, mais j'avais 2 niveaux jusqu'au CEO. Okay. Et justement, alors la question va être plus compliquée parce qu'il y a eu plusieurs évolutions, mais comment est-ce que tu as gardé une relation avec le CEO, avec la vision forte quand tu étais PM ou Head of Product? J'ai pas gardé une relation. C'est le truc qui change et qui fait un peu mal au début, c'est quand tu... Je dis toujours, quand j'allais boire des coups avec notre CEO, c'était marrant, je me sentais important, c'était cool, on parlait vision produit, etc. Je repartais, j'avais un bon truc bien et quand t'es 1900 et que lui, il est sur la route 1 fois par semaine dans le monde entier, tu peux pas. Donc tu perds un peu ça et après, il faut te raccrocher à lui qui communique son report en exec et ensuite lui qui va s'assurer de communiquer ta vision et ensuite qui va communiquer sa vision à ton boss et ton boss qui va dans les one-on-one te recommuniquer un petit peu comment... Et c'est un peu ce que je me suis promis de faire. Je suis promis de faire attention à ça chez Algolia et c'est un peu un truc que je leur disais quand j'étais en entretien, c'est que je l'ai vu marcher. On a été successful by all means. Enfin, tu vois, on a réussi comme boîte, mais il y a plein de trucs qu'on a foirés et je me suis vraiment promis d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça va être dur, mais c'est pour ça que communiquer cette vision, tous les quarters, je refais un truc à toute la boîte où on rassesse les trucs et il y en a plein qui l'ont entendu 100 fois, mais je continue. Parce que c'est des trucs chez ZNS qu'on a commencé à perdre et après j'avais plus ça et ça passait par des strates et puis c'était de la distillation d'informations et au final tu perds un peu cette... Mais typiquement le kick-off qu'on a fait avec la scène et tout ça, la production devant les 800 personnes, c'est là où oui, notre CEO est là, il parle du truc et là t'écoutes quoi. Le problème c'est que tu découvres en même temps que tout le monde et donc quand c'est toi qui es censé exécuter sur la vision, c'est un peu dur. Mais ça c'est vraiment, vraiment compliqué. Oui. Tu parlais tout à l'heure de la complexité de recruter des PM, de manière générale des personnes qui gèrent le produit, parce que c'est des rôles très spéciaux. Toi, tu as fait du recrutement chez ZNS? Ouais. Pour nos équipes, on recrutait pour nos équipes. Et genre, que ce soit au niveau du sourcing ou des critères de recrutement, qu'est-ce que le cuisinier ou le militaire, je sais pas combien t'en as recruté, mais je pense que... Pas beaucoup, ouais. Pas mal de recrutement interne. Surtout quand on a une certaine taille, c'était fun, on pouvait aller chercher dans les ingénieurs, dans les commerciaux.
J'ai recruté un commercial, c'était marrant parce que pour le coup, là, c'était vraiment pas du tout le job adapté, mais ça s'est super bien passé. Des ingénieurs, beaucoup, des designers. Donc le recrutement interne, ça marche bien. Ensuite, moi, je passais mon temps à des conférences sur Twitter, sur LinkedIn. Et puis on avait, c'est un peu le luxe d'une boîte comme Zendesk, c'est qu'on avait quand même des armées de recruteurs. Et donc on avait des product recruteurs. Moi, je bossais directement avec une personne qui était assignée à moi. Et donc c'était un peu, c'est vraiment, c'est le luxe. Hein, tu fais rien en fait. Donc tu envoies des CV LinkedIn, tu dis que cette personne serait intéressante et le recruteur fait tout. Donc encore une fois, c'est un peu unfair, mais j'ai pas vraiment de bonne réponse. Au début, je l'ai dû le faire. Là, aujourd'hui, je le fais. Hein, je retrousse mes manches, etc. Mais on a aussi des recruteurs chez Algolia qui sont géniaux. Mais est-ce que là, c'est la partie sourcing? Ouais. Et côté après, critères, enfin, tu vois, genre, qu'est-ce que tu cherches pour toi? C'est quoi le bon PM, que ce soit à 3 ou à 40? Je saurais pas, je saurais pas le dire comme ça. Moi, dans tous mes entretiens, j'y vais vraiment au trip. J'ai pas d'agenda, je prépare limite pas, je regarde juste le CV 10 minutes avant et j'y vais au trip. Et c'est une conversation, je parle de produits, j'ai des questions typiques de type, je leur demande de m'expliquer le rôle, comme si c'était moi qui étais en interview avec eux, pour un peu voir comment ils réagissent. C'est une question qu'ils ne s'attendent pas, et puis aussi pour voir s'ils ont bien compris le produit sur lequel ils bossent. Je les disqualifie automatiquement s'ils ne sont pas inscrits au produit. Je l'ai fait 2-3 fois chez Zendesk et je continuerai à le faire. Ça ne sert à rien de faire une interview avec un PM s'il ne s'est même pas inscrit à Zendesk. Quand il me disait j'ai pas réussi à le télécharger ou je sais pas quoi, je disais ok, ouais, bonne journée monsieur. Une question que je demande toujours, c'est explique-moi une API comme si j'avais 5 ans. C'est une question que je pose depuis des années et qui est à la fois pour un peu les déstabiliser, mais à la fois aussi pour comprendre s'ils savent expliquer un concept technique. Une API, de vraiment bien l'expliquer, c'est pas simple. Je les challenge un peu sur des trucs qu'ils ont shippés parce qu'il y a beaucoup de PM qui ont la folie des grandeurs, qui veulent passer dans des grandes boîtes, qui ont machin, mais qui n'ont jamais shippé un vrai truc. Ils sont partis parce que c'était dur, au bout d'un an ça marchait pas, les ingénieurs étaient pas bons, les machins, mais un PM qui part avant qu'il ship quelque chose, je comprends pas, donc je les challenge beaucoup là-dessus quand c'est le cas. Je leur demande de me montrer ce qu'ils ont shippé. J'ai des questions un peu standards, mais j'y vais beaucoup au trip. J'ai pas de guide en fait, et je vais vraiment au gut feel. Est-ce qu'il est technique? Est-ce qu'il est reliable, un peu de cuistot militaire? Je cherche un peu des gens qui ont cette grit et cette passion. Et un truc qui me fascine beaucoup, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait à côté. Typiquement, moi je crée pas mal de petits produits à côté pour me marrer avec des copains, juste parce que comme ça garde un peu le muscle produit qui tourne. Et j'aime bien demander ça en fait. Je regarde un peu ce qu'ils ont fait. Il y en a qui ont créé des petites apps mobiles, des trucs comme ça. Tout ça, c'est toujours des bonus pour moi. Parce que quand t'es PM, tu dois avoir un peu cette envie, cette faim de créer des trucs, même si ça marche pas, même si ça gagne pas d'argent, même si c'est une extension Chrome, que tu les fais, que tu l'as pas nécessairement codé, mais au moins que t'aies été le PM dessus. C'est des trucs qui vraiment généralement sont des plus sains sur les interviews. On n'a pas parlé de QA. Je sais pas si. Est-ce que pour toi ça fait partie du rôle du PM? Non. Non? Ouais. Ok. Au début, ça allait. Il y a des ratios de code chez Zendesk, il y avait un ratio. Tu peux nous en dire un peu plus? Pour nous, QA, c'était dans les ingénieurs. Au début, bien sûr que c'est le PM qui le fait, c'est normal. Enfin, on y est tous passés, on a tous. En plus, on a envie. Tu reçois la première build, tu as envie de la tester, mais c'est pas vraiment du QA formel. Nous, on a fait très vite le pari du QA automatisé, donc c'est des scripts en fait, c'est pas du QA manuel. On avait un ratio le ratio idéal, c'était un QA par squad, mais on l'a jamais tenu, donc on va dire 1 pour 2. Plutôt de l'automatisé, mais on avait quelques QA manuels qui est quand même important, et on les mettait plutôt sur les produits clés. Donc aucun de mes produits avait des QA manuels, c'était que de l'automatique parce que c'est des produits moins utilisés, mais vraiment engineering pour moi QA, c'est pas du produit. D'accord. Ça doit être des ingénieurs, ça doit être des gens qui ont pas envie de cliquer 5 fois sur un bouton, mais qui ont envie de l'automatiser au bout d'une fois. Ouais. C'est dur, hein. Franchement, pareil, ça n'a jamais vraiment bien marché chez nous. C'est super dur. Ouais, c'est compliqué. On va peut-être s'arrêter là, on va passer à un petit verre et discuter plus. Ouais, ça roule, merci beaucoup. Merci.